Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières, Tierno Amidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, et Thierry Mouélé, écrivain et également enseignant. Alors nous parlions donc de ces rencontres entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Alors, en tout cas, ce qui apparaît, c'est que l'accord de paix signé en 2015 est toujours aussi difficile finalement à mettre en œuvre. Alors on sait que cet accord avait été signé à l'époque sous la pression de la communauté internationale. C'est cette même communauté internationale qui l'a rédigé. Il n'y a pas vraiment eu de consensus, de négociation entre les belligérants, entre le camp du président Salva Kiir et celui de son ancien vice-président. Est-ce que la problématique ne réside pas justement dans cet accord-là? Abdelkerim Yacoub. Pas seulement dans cet accord, il faut ajouter à cet accord l'accord de cessez-le-feu du 24 décembre 2017. En fait, il faut ajouter cela parce que normalement, l'accord aurait pu déjà déboucher et appliquer avec le respect du cessez-le-feu. Mais comme le cessez-le-feu du 24 décembre n'a pas été respecté, tout le reste n'est plus caduc. Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Ce n'était pas la première fois. Je crois que maintenant, s'il faut vraiment revenir, vraiment cette détente, quand même, il y a une détente. Il faut constater que depuis, quand même, la tension a baissé. Déjà, les deux hommes commencent à se parler. Il faut maintenant les pousser à aller à appliquer les accords et les cadres de cessez-le-feu du 24 décembre. Et de cela découlera justement la suite des accords, d'application des accords. Mais tant qu'on n'a pas fait cela et tant qu'on n'a pas relancé le cessez-le-feu, les armes parleront toujours. Donc, et ce qui est encore plus intéressant, donc, moi je crois qu'on est dans une période où on a une fenêtre très favorable au dialogue. Dans une fenêtre où j'ai l'impression que les dirigeants de la sous-région ont compris que la paix ou le dialogue est la solution par rapport à toutes les crises sous-régionales, parce que la Chine, n'oubliez pas, est en train d'énormément investir dans tous ces pays de la sous-région. Quand on voit l'investissement de la Chine en Éthiopie, vous voyez, et dans les autres pays comme le Kenya ou l'Ouganda ou le Soudan, il y a une pression économique ou il y a une croissance économique qui arrive. Je crois qu'ils ont compris, ces pays-là, que s'ils veulent s'en sortir, c'est que vraiment il faut régler le problème du Sud-Soudan, parce que le Sud-Soudan est la plaie béante qui empêchait justement la circulation des biens, la circulation économique et surtout le coût du pétrole a augmenté. Donc le pétrole sud-soudanais acheté en totalité par les Chinois. Investi aussi par les Chinois. Donc je crois que l'aspect économique, n'oubliez pas, c'est très important et je crois qu'ils feront tout. Mais vu leur déplacement au Soudan et en Éthiopie, ça c'est vraiment de l'espoir pour moi. Et surtout, alors là, vous parlez pour les dirigeants régionaux. En fait, c'est les dirigeants régionaux. N'oubliez pas que ces dirigeants-là instrumentalisaient la lutte aussi en soutenant les uns et les autres, selon leurs propres intérêts. Et même ces dirigeants-là utilisaient ces conflits pour nuire à leurs voisins, qui leur fait aussi des problèmes. Donc finalement, si tous se mettent autour d'une table pour dire que bon, maintenant on va régler, je crois que si tous ces pays voisins ont le même langage, je crois que les Sud-Soudanais seront obligés, puisqu'ils n'auront ni d'arrière-base pour pouvoir se battre comme, comment on appelle ça, comme Riek Machar le faisait souvent, ou Salva Kiir. Je crois qu'ils seront obligés, puisqu'ils n'auront pas d'autre alternative. Même s'ils ont le soutien des États-Unis et d'autres pays, je crois que les États du champ, on peut dire, leur rôle est important. Alors, est-ce que l'accord de paix a des chances d'aboutir en l'état actuel, ou il faut le faire évoluer? Je pense qu'il faut le faire évoluer. Déjà, il faut voir, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans le contenu, n'est-ce pas, de cet accord de paix, parce que c'est tout ce qu'il y a souvent comme souci, le détail qu'il y a. Et vous savez, en négociation internationale, il y a le phénomène du guanxi, comme disent les Japonais et les Chinois, ne pas perdre la face dans les oppositions qu'il y a aujourd'hui et puis les différents intervenants. Et j'insiste dessus, les gens de l'ont, même lorsque le confrère tout à l'heure parlait de Yoweri Museveni qui intervient, il intervient pour le compte de quelqu'un. Oui. Ça peut être pour son compte à lui, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux réfugiés sud-soudanais qui affluent vers les camps ougandais. Et ils sont plus d'1 million. Le pays de Yoweri Museveni a servi de base arrière, y compris la RDC Congo, pour tous les problèmes qu'il y a eu au Soudan. Et ça, c'est connu. Et ce qui est encore plus grave, c'est que moi, je suis
relativement pessimiste parce que les enjeux économiques et géostratégiques dans cette petite poche, mais qui n'est pas aussi petite que ça à l'échelle du continent, sont tels que si les Africains, et là je vais essayer d'élargir le scope, la perspective. Si les Africains ne prennent pas conscience réellement que nous sommes en train de repartir vers une nouvelle décennie de guerre civile et qu'il y a urgence de se retrouver autour, n'est-ce pas, d'une vision globale de ce que nous voulons de l'Afrique de demain, ce n'est que parcellaire de pouvoir imaginer qu'on parlera d'accord de paix. Il y en a tellement eu. Même au Soudan, du temps même de John Garang, que ça n'a jamais rien donné. Pourquoi ça n'a jamais rien donné? Parce qu'il n'y a pas une vision politique globale de l'Afrique au sud du Sahara qui amène et qui fédère les intérêts. Nous sommes encore dans les analyses micro-ethniques qui poussent tout. Et lorsqu'on a son noyau qui est en fait familial, auquel on est lié et foncièrement lié, il prime surtout. Et il prime sur l'identité nationale. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que l'accord de paix, qu'il s'agisse de deux belligérants, aujourd'hui Salva Kiir et Riek Machar, qui vont se retrouver et être d'accord, d'autres vont encore se lever après eux. Et c'est une ritournelle qui plonge l'Afrique, n'est-ce pas, dans un océan de sang depuis au moins 50 ans. Il faut, à un moment ou à un autre, avoir, n'est-ce pas, une vision de leadership d'un Africain qui se lève, qui dit « Afrique, unissons-nous ». Parce que même lorsqu'il s'agit... Vouloir, c'est pas pouvoir. Vouloir, il faut se donner les moyens. Mais déjà, commençons par vouloir, parce que si on peut, c'est qu'on a déjà voulu. Commençons par vouloir. Ce n'est pas un handicap d'Africains de ne pas pouvoir le faire. Les Africains ont tous les atouts. Mais quand toutes les initiatives de paix qui ont été initiées par les Africains, pourquoi sont tombées à l'eau? C'est parce que les autres sont en train de saboter pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, pour une fois, si les dirigeants africains se mettent autour d'une table de faire eux-mêmes de trouver une solution sans l'ONU, sans la communauté internationale, il faut les encourager sur ce chemin. Non, non, je ne suis pas contre. Cela aboutira justement à ce que vous dites. J'appelle cette vision que vous avez de faire émerger des Africains conscients de leurs intérêts et de leur peuple, eh bien, dans ce cas-là, encouragez, soutenez les initiatives locales. Je ne refuse pas. Je ne suis pas en train de dire que je n'encourage pas ces initiatives, notamment du Premier ministre. Deux secondes, je finis juste ma petite phrase. Oui, je vous en du Premier ministre éthiopien, qui est de plus en plus crédible et légitime, d'autant d'ailleurs qu'il fait un très bon travail, n'est-ce pas, de réindustrialisation de son pays. Oui. L'économie a pris du regain. Il est un intervenant aujourd'hui qui pèse dans la région. Mais je dis encore que ce n'est que parcellaire. Il faut avoir une vision globale, surtout parce que l'Afrique est extrêmement riche et que le reste du monde est en train de s'appauvrir. Donc nous devenons une proie. Il faut baliser les frontières et penser Thierno Hamidou Baldé, vous voulez intervenir? Juste un mot par rapport à cette question, c'est notamment appelé notamment à la responsabilité du président actuel du Sud-Soudan. L'histoire retiendra son passage au niveau du Sud-Soudan. C'est extrêmement important de privilégier l'intérêt du peuple sud-soudanais par rapport au jeu et au calcul politique des uns et des autres. Je pense qu'il est le centre et il peut être l'acteur de la paix au niveau du Sud-Soudan. Il faut qu'il ait plus d'ouverture à son niveau, à son gouvernement et à ses partisans, d'appeler notamment d'aller vers la paix réelle au niveau de cette nation-là, au niveau de ce pays. Moi, je voudrais qu'on inclue sur cet accord-là, sur la question notamment de sécurité et de retour, notamment de l'opposant actuel. Je pense que l'opposant actuel, il n'est pas complètement faible, c'est pourquoi la crise n'est pas terminée, parce qu'il a des partisans et il faudrait qu'il soit un acteur principal de cette paix, de cet accord-là. Donc sa sécurité, son retour, son intégration, un partage de pouvoir. On ne peut pas notamment aussi aller à un accord de paix lorsqu'il n'y a pas de partage de pouvoir. Je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable volonté de partage de pouvoir, mais aussi des questions notamment de sanctions et de suivi et d'évaluation de cet accord de paix. C'est extrêmement important. Mais n'oubliez pas que M. Riek Machar a perdu énormément de terrain face à Salva Kiir. C'est pour ça que Salva Kiir est à une position assez difficile, parce que là, ils ont perdu beaucoup. Il a pris le dessus sur Riek Machar. C'est pour cela que je crois qu'il faut plutôt mettre la pression sur Salva Kiir pour qu'il puisse vraiment mettre son ego de côté et aller vers la paix.
Merci beaucoup. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir au sujet de ces rencontres entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président et chef rebelle Riek Machar. On continue bien sûr de suivre le déroulement des négociations et on vous tient bien entendu au courant. Mais on passe tout de suite au reste de l'actualité. Le Togo a donc reçu au total plus de 22 milliards de francs CFA de souscription. C'est plus de 2 milliards de plus que la mise de départ avec l'émission de bons du Trésor sur le marché régional d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la deuxième opération de ce genre entreprise cette année par le Togo fin avril. Vous vous rappelez, le pays était parvenu à lever plus de 17 milliards de francs CFA grâce à ces titres d'emprunt émis donc par l'État. Les explications de Omar Bandaogo. À la date du 22 juin 2018, le Togo a réussi à mobiliser sur le marché financier ouest-africain la somme de 22,536 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 107,68% comparativement aux 20 milliards recherchés par le Trésor public. Ce taux de couverture marque une reprise des bonnes performances après celle moyenne réalisée récemment avec un taux de couverture de 72,8% du montant mis en adjudication. On est sans savoir que cette dernière semaine ou bien ces derniers temps, il y a eu quand même une reprise des activités économiques et surtout que cette reprise des activités économiques a été positivement, je dirais, sanctionnée par les partenaires économiques, techniques et financiers. Dès que ces partenaires internationaux sont aux côtés des autorités ou bien sont aux côtés de l'économie togolaise, donc il y a de quoi à ce que cela puisse motiver davantage en termes de mobilisation des ressources. Au classement des plus gros souscripteurs à la dernière émission, les Togolais arrivent 3e avec un total de 3 milliards de francs CFA. Les Béninois arrivent en tête avec 6,231 milliards de francs CFA, suivis des Ivoiriens à hauteur de 6,075 milliards de francs CFA. L'économie togolaise est une petite économie. Du moins, les institutions, bien les opérateurs économiques du Togo sont de petite taille. Donc, si je compare cette performance des Togolais vis-à-vis du niveau de leur économie, je dirais quand même que les Togolais ne sont pas si mal placés. On est l'un des autres en termes de chiffres à niveau, mais on est si proche quand on rapporte ce qu'on a comme performance à la taille de l'économie nationale de notre pays. Ces obligations assimilables du Trésor émis le 13 juin 2018 à raison d'1 million de francs CFA par titre permettront au Togo de combler ses besoins de financement du budget gestion 2018. Le compte rendu d'adjudication des bons du Trésor indique que 16 participants ont eu à faire 42 soumissions. Alors, succès donc du Togo sur le marché sous-régional, plus de 22 milliards récoltés à la suite de ces émissions. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, de la deuxième opération de ce genre en l'espace seulement de quelques mois. Alors, succès certes, mais est-ce que cela ne témoigne pas aussi des tensions de trésorerie au Togo ? Disons, ce n'est pas simplement une question de tension, mais c'est une question de vision politique. Et là, lorsqu'on est appelé à faire des emprunts obligataires auprès, n'est-ce pas, des bourses de valeur mobilière, ça montre tout simplement qu'on a pris une tangente vers une économie ultralibérale. Parce que ça, ce sont des politiques ultralibérales qui viennent ajouter, parce que ce ne sont que des libéraux qui estiment qu'un État qui s'endette est un État qui est crédible. Et un État qui est crédible et qui s'endette, ça suppose que vous augmentez, n'est-ce pas, le poids de la dette interne. Ouais. Et je crois savoir que ces différents emprunts sont premièrement là pour déjà rembourser la dette interne du pays. Déjà assez lourde, hein, plus de 80%. Voilà, oui. Donc si on imagine qu'à l'échelle de l'individu, lorsque vous vous endettez pour rembourser la dette sans chercher à avoir un rachat de dette, ça veut dire que vous faites de la cavalerie financière, ça veut dire que c'est une fuite en avant. Les projets structurants ne sont pas réellement axés sur, appelons ça quoi, les énergies réelles et la production, n'est-ce pas, et la structuration de l'économie qui est essentiellement basée sur des produits qu'on ne peut pas transformer, qui sont des produits dont le prix est réellement et souvent fixé par celui qui achète. Et comment est-ce que vous pouvez faire une projection économique si vous n'avez pas
une philosophie réelle basée sur la capacité de transformer ce que vous avez en potentiel en projet structurant et en économie réelle qu'on peut ressentir dans le panier de la ménagère. Et c'est ça le véritable problème. Aller emprunter pour rembourser et prendre des priorités, ils appellent ça des projets prioritaires où on a réellement que soit simplement la santé, les autres n'étant prioritaires que pour le Fonds monétaire international, ça devient un vrai problème parce que la dette va exploser, même si aujourd'hui on est rendu, je crois, à 67%. Oui. Qu'est-ce que veulent demander les populations? Derrière, on va encore fermer, fermer tout ce que l'État peut faire du social. Thierno Hamidou Baldé, Thierry Mouélé soulève effectivement la question d'un risque d'aggravation de la dette. Bon, cette possibilité n'est pas difficilement démontrable. Je pense que c'est visible à l'œil nu. Moi, je ne salue pas complètement, notamment lorsque le gouvernement salue de succès, peut-être c'est pour eux. Mais avec le taux d'emprunt qui est là, je pense que voilà, beaucoup de personnes pourraient soumettre, lorsqu'ils ont de l'argent, prêter de l'argent au gouvernement togolais, sachant que le taux est élevé, donc c'est rentable. Et moi, je me pose souvent la question, est-ce que la dette est une solution pour la relance de l'économie au niveau du Togo? Si oui, à des fois le budget, on a besoin notamment d'emprunter. Mais si c'est simplement comme le monsieur explique, c'est pour notamment financer ou rembourser déjà une dette qui était très élevée au niveau du Togo, ben ça ne sert à rien sauf notamment mettre le peuple dans des difficultés économiques à long terme. Je pense que ce n'est pas de la vision, c'est plutôt notamment une façon simplement de mettre le peuple dans des conditions où il ne pourra pas s'en sortir. Et deux questions qui sont là. Dans un pays où la mauvaise gouvernance est une vertu, la corruption n'est pas punie. Donc c'est l'impunité dans la corruption. Est-ce qu'en ce moment, une dette permettra de relancer l'économie? Je pense que c'est absolument non. Et le Togo est un mauvais élève, notamment en termes de l'indice de lutte contre la corruption. C'est près de 70% de corruption dans le Togo, comme dans ces pays ouest-africains. Abdelkarim, je sais que vous voulez intervenir en quelques secondes. En quelques secondes, moi, c'est la phrase qui m'a fait sauter de mon collègue qu'un pays crédible, c'est un pays qui s'endette. Mais je crois qu'il y a pays et pays et il y a dette et dette. Donc moi, je crois que ça s'inscrit dans un cadre global. Quand on regarde le calendrier de l'agence UMOA titre, en fait, c'est que le Togo a levé, ça fait 10% des 816 milliards de la zone UMOA qui ont été faites. Donc, moi, je crois qu'il faut regarder si l'État du Togo aujourd'hui s'est retourné vers l'épargne de la zone UMOA, c'est parce que de l'autre côté, l'État togolais a beaucoup perdu sur le marché des ports. En fait, le trafic des ports du Togo s'est détourné vers les autres pays et aussi sur les produits agricoles ont vraiment chuté. Donc, finalement, le Togo n'a d'autre choix que depuis 2016. Le Togo lève des empreintes, des EOAT, des BAT, mais ça montre bien la fragilité et l'instabilité de l'économie du Togo, qui est soutenue par la Banque mondiale aussi, qui est beaucoup financée. Donc je crois qu'il faut vraiment, comme l'a dit tout à l'heure mon camarade, qu'il faut vraiment trouver une solution endogène, pas seulement à courir vers l'extérieur chercher, mais la stabilité politique et la consommation interne. Merci à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.